1h23, le matin du 26 avril 1986. Plus que quelques secondes avant que ne se produise le pire accident nucléaire de tous les temps. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Union soviétique explose. Cinq minutes plus tard, un appel téléphonique sonne l'alarme. Le lendemain matin, on découvre l'ampleur des dégâts. Mais le pire reste à venir. La catastrophe de Tchernobyl sèmera la mort et la maladie. Elle remettra en question le concept même de l'énergie nucléaire. En Union soviétique, le fiasco de Tchernobyl fut si grand que plusieurs le considèrent comme l'élément déclencheur de l'effondrement du régime communiste. Ce film relate l'histoire, minute par minute, seconde par seconde, de l'heure précédant la tragédie. Voici comment l'ont vécu les principaux acteurs du drame. Des travailleurs qu'on a conduits vers la mort, ainsi que des témoins malchanceux de la scène. Basé sur des témoignages et des documents officiels, ce film a été tourné à l'intérieur même de la centrale de Tchernobyl, dans les installations épargnées par l'explosion. C'est dans la salle de commande du réacteur numéro 4 de Tchernobyl au cours de la prochaine heure que seront prises toutes les décisions clés. L'avenir du réacteur et de toute la région environnante repose entre les mains de 3 hommes. Âgé d'à peine 26 ans, Leonid Toptounov est l'ingénieur responsable du pilotage du réacteur. Son travail consiste à en encadrer l'énorme puissance. 17. Alexander Akimov est le contremaître de quart, le capitaine du navire. Toutefois, cette nuit, il doit céder le pas à l'ingénieur en chef Anatoly Dyatlov. Dyatlov est l'un des meilleurs ingénieurs nucléaires d'Union soviétique. Mais c'est aussi un homme au caractère dur, œuvrant au sein d'un système sans merci. Reste un dernier personnage essentiel, le réacteur numéro 4 récemment mis en service. Une réalisation technologique qui faisait la fierté du régime communiste. Cette nuit, dans la salle de commande, on se prépare à effectuer un essai de sûreté sur le réacteur. Мощность упала почти до 500 мегаватт. А что с Ларом? Я отключаю локальный автоматический регулятор мощности реактора. Une discussion orageuse éclate entre Dyatlov et les deux principaux ingénieurs au sujet du niveau de puissance auquel on peut sans danger effectuer l'essai. Орден включился, но все равно мощность падает. Продолжайте. Что происходит? Мы же не должны опускаться ниже нормы 700 мегаватт. Это же небезопасно. Может, я ему скажу? Я ему сам скажу. Не надо мне ничего говорить. Я все знаю сам. Думать не твоя работа. Здесь я принимаю решение. Делай, что тебе говорят. Где ты набрал таких наглых карасей? Анатолий Степанович, мы и так уже Cette nuit, Tchernobyl abrite 2 terribles secrets. 700 мегаватт. Le premier est un défaut potentiellement fatal dans la conception du réacteur, dont les ingénieurs ignorent tout. Un défaut rendant le réacteur extrêmement instable à faible puissance. Le deuxième secret concerne l'homme responsable de l'essai. Le passé d'Anatoly Dyatlov est entaché par la technologie même qu'il tente de maîtriser. Cette nuit, Dyatlov et le réacteur se livreront une bataille qui ne fera aucun vainqueur. Minuit 31. La discussion concernant le niveau de puissance auquel l'essai de sûreté peut débuter s'envenime de plus en plus. Анатолий Степанович, мы и так уже опустились ниже уровня безопасности в 700 мегаватт. Мощность падает очень быстро. Единственное, что здесь нестабильно, так это работа твоих некомпетентных людей.
L'essai demandé par la direction de l'énergie nucléaire de Russie provient de cette crainte d'être attaqué, propre à la guerre froide et encore bien ancrée en Union soviétique. Quelques années auparavant, l'armée de l'air israélienne avait bombardé un réacteur nucléaire irakien de fabrication russe. Depuis, les scientifiques soviétiques demandent à ce qu'on soumette les réacteurs à des essais afin de voir ce qui se passerait si une attaque ennemie les privait de leur alimentation. Toutefois, l'ingénieur en chef Anatoly Dyatlov fait délibérément fi de la marche à suivre pour mener cet essai. Les normes indiquent que la puissance du réacteur doit se situer entre 700 et 1000 MW au début d'un essai. Mais Dyatlov désire commencer l'essai à une puissance de 200 MW, afin de préserver l'eau de refroidissement empêchant la surchauffe du réacteur. Il croit que les risques sont minimes. Malheureusement, cette nuit-là, il ne considérait aucun des hommes présents dans la salle de commande comme son égal. Aucun d'eux ne possédait la force de caractère ou les compétences professionnelles suffisantes pour lui imposer le respect. Реакторы не ошибаются, ошибаются люди. Давайте за работу. Dyatlov n'est pourtant pas un homme déraisonnable. Il est plutôt une créature de ce même système communiste qu'il a promu. Né en Sibérie d'un père pêcheur, il s'enfuit de la maison à l'âge de 14 ans. Il a réussi à surmonter des débuts peu prometteurs et à grimper les échelons en tant qu'ingénieur. Homme de parti, il tente de suivre le règlement. Mais il sait bien que dans l'industrie du nucléaire, le règlement et la réalité ne vont pas toujours de pair. Et que pour faire avancer le travail, il faut parfois user de raccourcis et savoir improviser. Les gestes posés pour réduire progressivement la puissance l'ont fait chuter trop rapidement. Что там у тебя? Ну, мощность быстро падает. Ты что натворил, идиот? Что ты наделал? Ты же мощность упустил! У тебя же руки из задницы растут! Да помоги ты ему! Успокойся, успокойся, не суетись. Начинаем все сначала. Успокойся. À environ 1,5 km de Tchernobyl se trouve la cité dortoir de Pripyat. Tous les habitants de cette ville travaillent à la centrale. Bien qu'ils l'ignorent encore, leur sort dépend des événements qui se déroulent dans la salle de commande numéro 4. Parmi eux, plongé dans un sommeil profond, se trouve Nikolai Fomin, l'ingénieur en chef de Tchernobyl. C'est lui qui a approuvé la tenue de l'essai de sûreté. À quelques centaines de mètres de là, Natasha Yuvchenko est tenue éveillée par Kirill, son fils de 2 ans. Par sa fenêtre, elle peut voir les projecteurs de la centrale nucléaire où son mari, le machiniste Sacha Yuvchenko, occupe un poste de nuit. Alors qu'il traverse la salle des turbines longue d'1 kilomètre, Sacha ne pense pas à son travail, mais plutôt au congé du 1er mai. Il y avait quelque chose de particulier cette nuit-là. Pour une raison que j'ignore, je m'étais mis sur mon 31. Il faisait remarquablement chaud pour une nuit de printemps. Quand je suis parti travailler, j'étais d'excellente humeur, mais ma femme m'a dit que notre garçon avait pleuré toute la nuit. Elle n'a pas pu fermer l'œil. D'autres aussi sont éveillés. Parmi eux, 2 pêcheurs, l'un d'eux un préposé à l'entretien de Tchernobyl, sont à l'affût des poissons attirés par les eaux chaudes que rejette la centrale. Minuit 36. Un nouveau problème vient troubler la concentration des opérateurs de plus en plus inquiets. Уровень воды в барабан-сепараторах опасно низкий. Давай соберись, это твоя работа.
L'ingénieur principal chargé de la conduite de la tranche, Boris Stolyarchuk, contrôle le débit d'eau à travers le réacteur. Ce genre de signal d'alarme lui est familier. Lorsque le réacteur fonctionnait à faible puissance, il était très difficile de contrôler le niveau d'eau dans les séparateurs. Tous les opérateurs le savaient bien. Je n'étais donc pas inquiet. À minuit 38, le réacteur s'arrête complètement. Dyatlov prend alors une décision fatidique. Ты же уронил реактор! Имбецил ты долбанный! Ну давай, поднимай мощность! Выводи регулирующие стержни! Бегом! Afin d'augmenter la puissance du réacteur, après minuit 30, ils ont dû remonter toutes les barres de contrôle. Ça équivalait à ôter le cran de sûreté d'une arme à feu. Les barres de contrôle sont à la fois l'accélérateur et les freins du réacteur nucléaire. D'un diamètre de 15 mètres, la dalle supérieure du réacteur abrite 1661 barres de combustible remplies d'uranium et insérées dans le cœur du réacteur. Grâce à la fission des atomes d'uranium, les barres de combustible libèrent une chaleur énorme qui transforme l'eau en vapeur. La vapeur actionne la turbine géante qui génère l'électricité. Pour contrôler cette puissance, 211 barres de carbure de bord sont réparties dans le cœur du réacteur. Lorsqu'on les soulève, la puissance augmente. Si on les retire complètement, les ingénieurs ne peuvent plus contenir le réacteur. C'est exactement ce que Dyatlov demande à ses hommes de faire. Извините, Анатолий Степанович, но разве мы не должны остановить реактор? И так положено в инструкции. Это верно, Анатолий Степанович. Это абсолютно верно. Если мы извлечем регулирующие стержни, управлять реактором нам после этого становится почти невозможно. Как же испытания не проводить из-за таких кретинов, как вы? Испытание будет проведено сегодня. А тебе я скажу. Если ты не хочешь или не можешь выполнять приказания, я могу избавить тебя от этой необходимости. Ты меня понял? Да. Пошел вон! Ригуб, прими управление! Начали. Так, осторожнее. Incapables de faire entendre leurs objections, Trégub et Akimov relancent le réacteur. Отлично. Прекрасно. En moins de 5 minutes, la puissance augmente à nouveau. Dyatlov a enfin ce qu'il veut. Мне удалось поднять мощность реактора до 160 мегаватт. Ладно, передай управление Топтунов. Вперед. Только не уходи и постой с ним рядом. Le personnel de la salle de commande a toutes les raisons de se tenir tranquille. Le poste d'ingénieur nucléaire est un emploi prestigieux et bien rémunéré. Les employés de la centrale et leurs familles habitent la ville fermée de Pripyat, où l'on trouve des magasins bien approvisionnés, une nouvelle école et un parc d'attractions. Personne ne voulait perdre son emploi, car cela signifiait perdre également son appartement à Pripyat et devoir aller travailler dans une sinistre centrale en Sibérie. S'ils n'avaient pas craint d'être mis à la porte, ils auraient insisté davantage en voyant que leur manœuvre était très risquée. À minuit 52, un nouveau signal d'alarme retentit. Уровень воды в барабан-сепараторе опасно низкий. Ну разберись, он не маленький. À l'extérieur de la salle de commande, personne n'est au courant du climat tendu qui y règne. Pour les travailleurs comme Sacha Yuvchenko, il s'agit d'une nuit comme les autres. Nous n'avions pas de tâches particulières à effectuer pendant ce quart de travail. J'avais déjà effectué un quart et nous pensions tous que le réacteur était arrêté. Je croyais que les essais avaient été effectués lors du quart précédent.
À l'extérieur de la centrale, la nuit est calme. « 1h03. Le calme est revenu dans la salle de commande. Мы снова вышли на 200 мегаватт. La puissance du réacteur atteint le niveau demandé par Дятлов pour effectuer l'essai. Анатолий Степанович, мы снова вышли на мощность в 200 мегаватт. Очень хорошо. Начинайте испытания. Но по регламенту начинать испытания я могу только при мощности в 700 мегаватт. Если вы хотите проводить испытания при уровне мощности в 200 мегаватт, я прошу вас занести это ваше распоряжение в оперативный журнал. Да будет вам известно, что как заместитель главного инженера я имею полномочия изменить параметры проведения испытаний. И я ими воспользуюсь. Продолжайте испытания. Dans la salle des pompes, le mécanicien Valéry Kodemtchouk reçoit la visite d'un ami, le contremaître Valéry Perevozchenko. Dans moins de 20 minutes, Kodemtchouk mourra. А я специально пораньше из Киева вернулся. Ну что, продал машину справа? Ну, по крайней мере, с покупателем договорился. Хорошо, поздравляю. Как говорится, прощаю, Москвич 2140, здравствуйте, Жигули. Отлично. Я думаю, что, может быть, еще останется и на джинсы. Да ладно. Ну ладно, будем видеться, пока. Давай, до встречи. Perevozchenko poursuit sa ronde et passe voir Sacha Yuvchenko au service de l'entretien. Une requête banale les ramène à la salle des pompes, près du cœur du réacteur. Мне нужно немного зеленой краски. Зачем? Мне надо обновить маркировку на трубопроводе. А пойдем, у меня бутовки еще. Да? Кстати, Саня вот совершенно не разбирается в рыбалке. Кстати, так же, как и ты. На задумке. Le manque d'eau déclenche une fois de plus l'alarme. Malgré tout, les ingénieurs présents ne croient pas à la possibilité d'un grave accident. Pour le grand patron, Nikolai Fomin, c'est tout simplement inconcevable. Fomin avait suivi un cours par correspondance en génie nucléaire. Mais ce n'était pas un expert en la matière. Il avait gravi les échelons parce qu'il était secrétaire du parti. Contrairement à Dyatlov, qui savait que le réacteur présentait un certain danger, Fomin croyait tout ce qu'il lisait. Lorsqu'on soulevait la question de la sécurité, il répondait « Le risque que se produise un accident nucléaire est aussi peu probable que celui d'être frappé par une météorite. » Même s'il se soucie énormément des questions de sécurité, et même s'il est bien au fait de la technologie nucléaire, Alexander Akimov estime que les risques d'un accident nucléaire à Tchernobyl sont de 1 sur 10 millions. Mais Akimov et ses collègues ne connaissent pas le réacteur aussi bien qu'ils le croient. Ils seront bientôt victimes de plusieurs années de dissimulation et de négligence. Рабочими буднями стала для нас и одна из республиканских целевых программ «Энергокомплекс». À partir des années 60, le développement de l'énergie nucléaire devient un objectif clé du régime communiste. Rien ne saurait l'entraver. Pas même le KGB. Ces documents du KGB récemment rendus publics montrent que le gouvernement a fait fi de nombreux avertissements quant aux défauts de conception de Tchernobyl entre 1979 et 1986. Le directeur de Tchernobyl, Viktor Brukhanov, et ses cadres supérieurs se hâtent de mettre en service le réacteur numéro 4, afin de pouvoir profiter de primes substantielles au sein du parti. La sécurité est secondaire. Brukhanov, le grand directeur du complexe, ne savait plus quoi faire pour construire les réacteurs dans les délais prescrits. Par exemple, le toit des réacteurs était censé être fait de matériaux résistants au feu. Mais puisque de tels matériaux n'existaient pas et qu'il fallait installer ces toits, il a utilisé des matières inflammables. Les accidents se succèdent à la centrale, mais on les camoufle.
L'essai réalisé cette nuit-là aurait dû être effectué avant même la mise en service du réacteur numéro 4. Tchernobyl est maintenant sur le point de récolter tout ce qui a été semé. À l'insu du personnel de la salle de commande, rien ne va plus dans le cœur du réacteur. Les quelques barres de contrôle toujours dans le réacteur ne sont que partiellement enfoncées. La puissance s'accumule donc en un point chaud, au fond du cœur, là où les capteurs ne sont pas toujours en mesure de la détecter. Le réacteur est en train de se transformer en une véritable bombe à retardement. « 1h12. L'énorme pression à l'intérieur du réacteur numéro 4 n'a d'égal que celle ressentie par le responsable de l'essai, l'ingénieur en chef Anatoly Dyatlov. Malgré la résistance rencontrée dans la salle de commande, Dyatlov est bien décidé à mener à terme l'essai de sûreté. Son entêtement est peut-être dû au poids de la bureaucratie. Dyatlov a des ennuis avec le parti communiste local, qui lui reproche son attitude envers les travailleurs. Son supérieur, Nikolai Fomin, doit bientôt être promu. Un essai réussi pourrait aider Dyatlov à obtenir le poste de Fomin tout en l'éloignant des ingénieurs. Mais un secret encore plus sombre et plus personnel hante Dyatlov. Dans les années 60, il a travaillé en Sibérie. Il installait alors des réacteurs nucléaires à bord de sous-marins. À l'époque, il y a eu un accident nucléaire. L'enquête a démontré que l'accident découlait des actions de Dyatlov, bien qu'il n'ait pas été tenu responsable. À l'époque, Dyatlov a été exposé à des radiations de 200 rem, environ 3 fois la dose à laquelle un être humain devrait être exposé toute sa vie. Peu après l'accident, en Sibérie, le fils de Dyatlov meurt d'une leucémie, la maladie la plus répandue chez les enfants exposés aux radiations. Ce drame le transforme, le rend plus déterminé et plus entêté. Cette nuit, sa détermination est confrontée à l'énergie nucléaire, sans doute responsable de la mort de son fils. 1h17, moins de 6 minutes avant le début de l'essai de sûreté. Dyatlov est confiant. На 200 мегаваттах расход воды небольшой. Мы сможем повторить испытания, если что. Но до сих пор таких испытаний не проводили. Mais à l'insu de tous, le point chaud continue de se développer au cœur du réacteur. Еще 2 минуты и все. Шевелитесь, шевелитесь. À l'extérieur de la salle de commande, la vie et les bavardages suivent leur cours normal. Вообще не понимаю, что Фомин делает на атомной электростанции. Он же обычно работал на обыкновенных электростанциях. А, тогда ясно, почему он сказал, что управлять реактором так же просто, как электросамоваром. Ты комара когда-нибудь видел? Ну. Когда представляешь, какой тонкой струйкой он мочится. Вот такой же толщины должна быть та ниточка, по которой нужно ходить, чтобы преуспеть в партии. Ты думаешь, это у тебя получилось бы? Тогда, наверное, надо оставить эти разговоры. А то сибирские комары загрызут. Да. Про сигарету. Жена звонит. Да? Да, хорошо, сейчас буду. Держи. Вернусь, докурю. Дятла вызывает срочно. Смотри, чтоб дятел не закрыт. А он таки заклюет. Pour se rendre à la salle de commande, Perevozchenko doit passer à côté du réacteur. Ну, ежели, наконец, все готовы, может, мы начнем испытание? Запишите все параметры испытания турбогенератора. Мы начинаем.
Нет, Саш, ты не прав. И тишка это прекрасно. Может, для тебя прекрасно, а для меня пока рано. Я пока об этом не думаю. Зря. А мы вот думаем. Второго уж думаем. Включить 2 резервных насоса. Включить 2 резервных насоса. Резервные насосы включены. Хорошо. Ну что, Александр Федорович, начнем испытание. L'essai consiste à couper l'alimentation de la turbine pour qu'elle perde progressivement de la vitesse. 2 moteurs diesel de secours prendront la relève, mais ne démarreront qu'après un délai de 40 secondes. Reste à savoir si en tournant au ralenti, la turbine peut continuer à activer les pompes d'eau jusqu'à ce que les moteurs diesel prennent la relève. Sans cette eau, le réacteur risque de surchauffer comme une immense bouilloire vide. Mais pour Dyatlov, qui ignore tout de la présence du point chaud, ce risque demeure purement théorique. L'alimentation de la turbine est coupée. Une série de terrifiants incidents se succéderont au cours de la prochaine minute. Alors que la turbine ralentit, les pompes envoient de moins en moins d'eau vers le cœur du réacteur. La quantité de vapeur augmente, alors que la quantité d'eau diminue. Chaque seconde qui passe voit la pression de vapeur augmenter au niveau du point chaud. Alors que la pression de vapeur augmente, elle s'étend à la salle des pompes. Perevozchenko pénètre dans la salle du réacteur tout juste au-dessus de la dalle supérieure du réacteur. Il aperçoit une chose jamais vue auparavant. La pression de vapeur à l'intérieur du cœur soulève les cubes de 350 kg chapeautant les barres de combustible. Произошел резкий скачок мощности. Я включаю систему аварийного снижения мощности. Dès qu'on déclenche le système d'urgence, les barres de contrôle sont censées s'abaisser afin de réduire la puissance. Mais un effet imprévu désastreux en découle. Les barres de contrôle étaient munies d'un prolongateur en graphite. Or, pendant un bref moment, lorsqu'ils ont inséré les barres dans le réacteur, le graphite a causé une augmentation de puissance plutôt qu'une diminution. Entre le moment où ils ont déclenché le système d'urgence et l'explosion, la puissance du réacteur a atteint 100 fois la puissance normale. Это
Это не у меня, Анатолий Степанович. Что происходит? Это у Столярчука. Реактивность удваивается каждую секунду. Это невозможно. Уровень мощности превысил 530 мегаватт. Наконечники срывает с крышки реактора! Ребята! Ребята! Люди! Котик дома. Котик. Чудесно. А кто играет? Plus que quelques secondes avant la catastrophe. Impossible de maîtriser la pression de vapeur dans le point chaud du réacteur. 50 barres de contrôle et canaux de combustible se rompent. Le réacteur se transforme alors en une gigantesque marmite à pression de puissance volcanique. Що таке? Стріл? Вогонь такий, вогонь якийсь. Куда делся свет? Нет, что случилось? Пропало питание! Это не Что у тебя там опять? Что Посмотри происходит? немедленно! Сбегай к Столярчуку! Куда энергия девалась? Что случилось? Никто не знает. Почему света? Скорее, 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 посмотрите все. Посмотрите на пульт. Что показывают датчики? Après la première explosion, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un problème hydraulique. J'ai voulu changer les réglages pour compenser, mais il y a eu une deuxième explosion. Quelques secondes après la première déflagration, nous avons entendu une deuxième explosion très puissante. J'ignorais ce qui se passait, mais j'ai ressenti l'onde de choc. La porte de la pièce a été arrachée. La dalle de protection de 500 tonnes ayant été soufflée, l'air s'engouffre dans le réacteur et le transforme en chalumeau géant, projetant 50 tonnes de combustible nucléaire dans l'atmosphère, 10 fois plus qu'à Hiroshima. 700 tonnes de graphite radioactif sont dispersées autour de la centrale. Des nuages de poussière envahissent la salle de commande, accompagnés d'une odeur étrange. Les gaz s'échappant du cœur libèrent une odeur âcre, semblable à l'ozone après un orage. Il s'agit en fait de l'odeur de la mort. La poussière recouvre tout d'un manteau de radiation mortelle invisible. Les opérateurs de la salle de commande sont suffisamment éloignés du cœur du réacteur pour survivre à l'explosion. Mais certains le regretteront. Un grand nombre d'entre eux vivront des jours, des semaines et même des années d'agonie, alors que les radiations brûlent leurs organes internes jusqu'à ce que mort s'ensuive. J'ai été frappé par l'état du mur de la pièce où je me trouvais. C'était un mur de béton d'1 mètre d'épaisseur. Je l'ai vu fléchir comme s'il avait été fait de caoutchouc. Il bougeait ainsi. Nous avons été plongés dans l'obscurité. L'éclairage ne fonctionnait plus. Il y avait de la vapeur partout. Poussière, vapeur et obscurité nous entouraient. Il y avait aussi un sifflement épouvantable. Что это? Война. Я пойду к себе на пост.
J'ai pensé qu'il y avait eu un séisme ou que c'était la guerre. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il pouvait s'agir du réacteur. C'était Viktor Dektorenko, un opérateur. Je l'ai reconnu grâce à sa voix. Son visage était tout brûlé et couvert de sang. Victor était encore en état de choc. Il m'a expliqué que lors de l'explosion, il se trouvait près des pompes en compagnie de Ruzenovski, le deuxième opérateur de pompe. Il m'a dit que ce dernier était resté là-bas et m'a demandé d'aller l'aider. Quand je l'ai trouvé, il tremblait. Il était en état de choc. Il m'a fait un signe de la main et il m'a dit... Mais je n'ai trouvé que des décombres. C'est tout ce que j'ai vu. S'il se trouvait là avant l'explosion, il ne pouvait être qu'enterré sous les décombres. Là où il y avait le plafond auparavant, on pouvait apercevoir le ciel, un ciel rempli d'étoiles. Vers 3 heures du matin, je me suis mis à vomir violemment. C'était le premier symptôme du mal des rayons. Vers 6 heures, je n'arrivais même pas à me rendre au poste de secours par moi-même. Après m'y avoir emmené, on m'a fait grimper à bord d'une ambulance et on m'a conduit au centre médical. Sacha Yuvchenko survivra, mais d'autres meurent. La radioactivité s'échappe du réacteur, traverse la Biélorussie et se dirige vers le cœur de l'Europe. Le cauchemar ne fait que commencer. Dès le matin du 26 avril, le KGB est sur place et filme les ravages causés par le pire accident nucléaire de tous les temps. Celui qui filme ces images, aujourd'hui rendues publiques, a absorbé une dose massive de radiation. Le lendemain, on informe officiellement la population de Pripyat de la terrible nouvelle. La nuit suivante, on m'a transporté à Moscou par avion. Les médecins avaient sélectionné les personnes composant ce premier groupe. Seulement 5 d'entre elles ont survécu. Puis ma famille a été évacuée avec le reste des habitants de la ville. On mettra une semaine à évacuer les 135 000 résidents. Le niveau de radiation est si élevé
qu'il brûle et s'incruste sur la pellicule de ce film. On déclare une zone d'exclusion de 30 km. Une zone figée dans le temps, sorte de Pompéi moderne. On dépêche sur les lieux plus de 600 000 soviétiques, hommes et femmes, afin de freiner la radioactivité. Faisant preuve d'un courage hors du commun, ils travaillent dans des conditions infernales et souvent chaotiques, afin de protéger le reste de la planète. Plusieurs d'entre eux ne portent aucun vêtement de protection. Tout ce qu'ils touchent est fortement contaminé. Le nuage toxique s'étend bien au-delà des frontières et recouvre une grande partie de l'hémisphère nord. La pluie fait alors pénétrer cette poussière radioactive dans le sol et elle sera absorbée par les plantes, les animaux et les êtres humains. En Union soviétique, en cette époque de changement où l'on prône la transparence, l'impact au niveau politique est grand. Недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Selon moi, autant de façon symbolique que réelle, Tchernobyl correspond au début de la fin pour l'Union soviétique. D'une certaine façon, cette explosion a été causée par les contradictions inhérentes au système soviétique. Voilà pourquoi elle est le symbole parfait de ce qui allait suivre. Tchernobyl est un bon exemple de la prétention démesurée dont peut faire preuve l'espèce humaine lorsqu'elle tient pour acquis que la science peut tout résoudre. C'était aussi la prétention de l'Union soviétique. Nous devons apprendre à être plus patients et à être davantage conscients de la faiblesse des hommes. L'être humain n'est pas une machine. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il en ait la précision. Suite à la catastrophe de Tchernobyl, la méfiance à l'égard des autorités augmente. On compte plus d'une centaine de théories pour expliquer le désastre de Tchernobyl, allant de complots ourdis par le KGB jusqu'à des expériences russes faites aux dépens des Ukrainiens, en passant par une intervention extraterrestre à l'aide de soucoupes volantes. La vérité est plus simple, et Tchernobyl n'en est pas la seule victime. La catastrophe de Tchernobyl n'a pas empêché d'autres incidents de se produire, tels le naufrage du sous-marin Kursk. Encore de nos jours, des incidents militaires se produisent. Des missiles atterrissent sur des villes, des avions s'écrasent sur des gens. Tout cela est dû à un manque d'autodiscipline et de respect envers les règlements de sécurité. Après la destruction du réacteur numéro 4, le monde entier a cru que la centrale nucléaire de Tchernobyl était définitivement hors d'usage. Mais en fait, le réacteur numéro 2 est resté en service actif jusqu'en 91 et le numéro 1 jusqu'en 97. Quant au réacteur numéro 3, celui où nous avons tourné ce film, il est resté en service jusqu'en décembre 2000. Le bilan de Tchernobyl, bien que terrible, s'avère moins élevé qu'on ne l'avait d'abord craint. Le consensus scientifique est à l'effet que cette catastrophe sera à l'origine de 10 000 cas de cancer en Russie et de 25 000 cas à l'échelle planétaire sur une période de 70 ans. Pour l'instant, seule une augmentation du nombre de cancers de la thyroïde chez les enfants a été clairement établie. Le coût de cette tragédie est bien visible chez les individus qui l'ont vécu. Les pêcheurs passent la nuit à regarder les pompiers combattre le brasier radioactif jusqu'à ce qu'ils commencent à avoir des nausées. En quelques heures, leur peau noircit. Ce hall nucléaire annonce leur mort. Une trentaine de travailleurs, incluant les pompiers, meurent après avoir été exposés à une forte dose de radiation. À son poste dans la salle des pompes, Valérie Kodemchuk est pulvérisée par l'explosion.
Valérie Perevozchenko meurt 6 semaines après la tragédie. Des suites de brûlures par irradiation subies alors qu'il tentait de retrouver Kodemtchouk. Fortement irradié, Alexander Akimov meurt 15 jours après l'explosion. Jusqu'à sa mort, il dira « Je n'ai fait aucune erreur. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Leonid Toktunov meurt 3 jours après Akimov. Lui aussi jurera de son innocence et maintiendra jusqu'à la fin avoir fait tout ce qu'il a pu. L'ingénieur en chef de Tchernobyl, Nikolai Fomin, se voit condamné à 10 ans de travaux forcés. Mais sombrant dans une profonde dépression, il est libéré peu après. Encore aujourd'hui, sa santé mentale reste fragile. Par miracle, Sacha Yushchenko est toujours en vie, tout comme sa femme et son fils Kirill. Mais cette nuit fatidique continue de hanter sa mémoire et son corps. J'ai subi 15 greffes de peau au cours de la première année. Les brûlures ne sont pas apparues tout de suite, elles sont apparues après mon arrivée à l'hôpital de Moscou. Elles ont mûri. Lorsque j'étais dans la salle de réanimation, ma peau était complètement noire. Lorsqu'ils ont soulevé mes draps, elle s'est détachée comme de la poudre. Je dois être prudent maintenant. Par exemple, je peux conduire une voiture, mais je ne peux pas faire de réparation. Je dois éviter d'entrer en contact avec de l'essence ou de l'huile. Mes blessures ne guérissent pas. Mon sang ne coagule pas correctement. Et ce n'est pas tout, mais on finit par s'y faire. On apprend à vivre avec tout cela. Il le faut bien. Exposé à une dose de radiation de 390 rem, environ 5 fois la dose à laquelle un être humain devrait être exposé durant toute sa vie, Anatoly Dyatlov survit malgré tout à la catastrophe. Il meurt en 1995 d'une crise cardiaque. Je crois que l'équipe qui était en service dans le réacteur 4 cette nuit-là, avec à sa tête le contremaître de quart Alexander Akimov, était probablement la plus qualifiée qui soit. Je crois aussi que n'importe quelle équipe sous la direction d'Anatoly Dyatlov, prise au beau milieu de toute l'hystérie ayant entouré ce projet, n'aurait pu éviter cette explosion. Manifestement, les hommes qui travaillaient cette nuit-là n'étaient pas des criminels. Aucun d'entre eux ne voulait faire de mal à sa famille ou à ses amis. Le problème, c'est que l'équipe n'a pas évalué la situation d'une manière objective, ce qui leur a conduit à annuler cet essai à l'origine de la mort de plusieurs personnes, de la destruction de la centrale et de conséquences qui nous sont encore inconnues. Je suis convaincu que Dyatlov ne souhaitait pas ça non plus. Dyatlov purgera 4 ans de sa peine de 10 ans. Lors d'une entrevue étonnante donnée peu de temps avant sa mort, il soutiendra que dans la bataille l'ayant opposé au réacteur, un seul camp est à blâmer. Реактор был негодным к эксплуатации чисто по вине Института атомной энергии и Никиета. С таким букетом несоответствия пунктам требования нормативных документов, взрыв его был неизбежен. Он четким солдатским шагом шел к взрыву.